On va continuer maintenant sur un autre syndrome un peu mythique du sportif. Cette fois, c'est chez le cycliste. Et c'est Dr Nicolini qui va nous parler donc de l'endofibrose artérielle du cycliste. Merci à Ruben pour m'avoir invité malgré mon défect de l'année dernière, indépendant de ma volonté. Et c'est un plaisir de revenir cette année vous parler d'une pathologie particulière du sportif qui a une importance à Lyon, puisque c'est un haut lieu de traitement de cette pathologie. Pardon. J'associe à cette communication le professeur Feugier qui d'abord m'a donné un certain nombre d'images que je vais vous présenter et également a une grande expérience aussi, la plus grande expérience maintenant que le professeur Chevalier est parti. Alors, ça date, la première reconnaissance française de cette pathologie date de 1985. C'est le premier cas qui a été décrit chez un cycliste amateur de haut niveau de 27 ans qui s'est présenté après une compétition dans le cadre d'une ischémie subaiguë du membre inférieur gauche. Et le diagnostic était une thrombose iliaque externe gauche, traitée chirurgicalement à l'époque par une simple thrombectomie iliaque qui a permis de voir à l'artériographie de contrôle qu'il y avait une sténose peu serrée du premier tiers de l'artère iliaque externe gauche, avec surtout un excès de longueur. C'est un patient jeune, en bonne santé bien évidemment, sans facteur de risque cardiovasculaire, sans cause d'embolie, avec une activité physique intense. Je vous ai mis la photographie du professeur Chevalier. J'ai eu l'occasion de participer en tant que secrétaire général adjoint à son départ à la retraite, à la présidence de la SCV. Et c'est vrai que ce jour-là, on avait l'impression d'être à une arrivée du Tour de France, où il y avait beaucoup de sportifs, de gagnants même du Tour de France, dont Hinault, Merckx, des gens qui étaient venus pour lui rendre hommage. Donc le traitement de référence de ce patient, et qui est devenu le traitement de référence, ça est l'endartérectomie iliaque avec fermeture d'un patch veineux. Et vous voyez ici les différentes formes anatomiques en coupe de l'artère iliaque, qui montre une sténose assez caractéristique, excentrée, qui est très importante, un aspect particulier qui évidemment n'est pas athéromateux. Histologiquement, c'est une lésion qui ne présente pas d'athérosclérose, bien évidemment, puisqu'il s'agit de sujets jeunes, qui a un aspect translucide caractéristique, que vous voyez ici, avec une sténose excentrée, comme je vous le montrais sur la diapositive d'avant, qui correspond en fait à une fibrose sous-intimale, pauvre en cellules et composée de collagène, assez caractéristique. Ça a été décrit en 2008 par l'équipe lyonnaise également. Quand doit-on y penser ? Eh bien, il s'agit évidemment toujours d'athlètes de haut niveau dans des sports d'endurance. Le cycliste est bien sûr un des grands pourvoyeurs de cette pathologie. Ça se traduit par une claudication de la cuisse pour des efforts extrêmes et ça touche l'artère iliaque externe dans 90% des cas. La physiopathologie associe plusieurs phénomènes, facteurs anatomiques, mécaniques, hémodynamiques, qui sont en fait associés. Les origines ne sont pas encore élucidées, c'est une discussion qui est toujours en cours, mais qui est basée sur des constatations histologiques. Donc certaines conditions hémodynamiques et anatomiques qu'on retrouve dans le vélo sont en particulier la position du cycliste sur le vélo, penché en avant avec un angle du buste. Le débit élevé, bien sûr, lors d'efforts soutenus prolongés, lors de courses de dizaines de kilomètres avec centaines de kilomètres, lors des étapes, par exemple, du Tour de France, sont des situations à risque qui provoquent des micro-traumatismes répétés qui sont potentiellement les sources de la lésion en rapport avec un allongement de l'artère et puis avec un phénomène de flexion-extension au contact du muscle psoas-iliaque.
Les différents examens préopératoires qui peuvent être proposés, bien sûr, on a l'artériographie, mais aujourd'hui qui sont remplacés par le scanner et l'IRM, a permis de définir également, toujours par une équipe lyonnaise, différents niveaux d'atteinte, en sachant que le type E est le plus fréquent. Quel est le traitement? Il est essentiellement chirurgical, il est même uniquement chirurgical, il n'y a pas d'endovasculaire là-dedans, même si ça pourrait être tentant de mettre un stent. Ben, évidemment, un stent ne réglerait pas le problème de l'excès de longueur, introduirait une lésion fixe, rigide, qui, bien évidemment, dans ses contraintes hémodynamiques et mécaniques, entraînerait une thrombose très rapide avec fracture du stent. Donc il n'y a pas de traitement endovasculaire. Le traitement médical n'existe pas. Même à l'arrêt du sport, ça ne règle pas le problème. L'atteinte de l'artère est irrémédiable, elle ne revient pas en arrière. Donc le seul traitement est représenté par la chirurgie, et il y a deux traitements de techniques chirurgicales. La plus fréquemment utilisée, c'est le traitement dit conservateur, qui est utilisé dans 75% des cas, qui correspond à une endofibrosectomie avec un raccourcissement de l'excès de longueur et la fermeture de l'artériotomie par un patch veineux. Voilà, donc ici vous voyez l'excès de longueur, quand c'est disséqué. Ici l'ouverture avec l'endofibrosectomie et un raccourcissement en fonction de l'excès de longueur qui est constaté. La deuxième intervention, qui est plutôt réservée dans les cas de lésions très longues, circonférentielles ou les cas de thrombose iliaque, c'est le pontage veineux calibré dans l'expérience lyonnaise. Ça représente à peu près 25% des cas. Vous voyez ici un cas de thrombose remplacé par un greffon veineux calibré. Tous les problèmes ne sont pas réglés dans cette pathologie, raison pour laquelle un groupe de travail et de réflexion a été constitué depuis 2014, qui représente tous les gens qui se passionnent un petit peu pour cette pathologie et qui en ont une expérience, en sachant que la plus grosse expérience reste lyonnaise. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne connaît pas toutes les étiologies, l'éthiopathogénie. On ne connaît pas non plus la prévalence dans le monde sportif. Bien sûr, ça touche des cyclistes, mais pas seulement des cyclistes. Le dernier que j'ai eu l'occasion d'opérer, alors vous allez me dire, il y a du cycliste dedans, c'était une Iron Woman. Quels sont les critères diagnostiques? Est-ce que, souvent on arrive déjà, la lésion est constituée. Est-ce qu'aujourd'hui on a des mesures préventives qui peuvent être proposées ou adaptées en fonction des sports à risque, essentiellement le vélo? Est-ce qu'il y a des sujets prédisposés? Et que faire devant une symptomatologie où on ne retrouve rien sur la lésion anatomique, comme lésion histologique ou anatomique sur l'artère, et où on a des plicatures iliaques fonctionnelles? Est-ce que c'est aujourd'hui une lésion, enfin une situation préexistante ou favorisante de l'arrivée de l'endofibrose? On ne le sait pas. Et ça a été discuté également dans ce groupe de travail a publié une série en 2016 dans l'European Journal. En conclusion, c'est un management spécifique qui représente quand même une pathologie très particulière. Ce sont des addicts, voire des professionnels, surtout des professionnels du sport. Ça doit être réservé à des centres spécialisés parce que la chirurgie en soi n'est pas spécialement compliquée, il faut reconnaître, mais il y a derrière toute une prise en charge, comme ça a déjà été dit par les précédents orateurs, sur la poursuite du sport, un programme de réadaptation. La chirurgie est aujourd'hui le seul traitement de cette pathologie. Pourquoi? Parce que la récupération est très rapide. D'abord parce que les gens sont très demandeurs. Souvent, ce sont des athlètes de haut niveau, donc ils récupèrent également en post-opératoire assez rapidement et reprennent surtout leurs activités physiques quasiment dans les suites, avec des résultats qui, au long cours, sont très bons pour ceux dont le diagnostic a été posé et pris en charge dans de bonnes conditions, avec des résultats à long terme qui sont intéressants parce que la plupart reprennent leurs activités physiques, y compris à un haut niveau de compétition. Pardon. Je vous remercie.
Merci beaucoup. En plus, pour avoir respecté le temps, comme ça on pourra un petit peu discuter sur cette éthiopathologie intéressante. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, juste devant. Hélène Exfernet, mais non, c'est cause. Ça fait 14 ans. Bon. Oui, merci pour ton topo. J'avais lu un article qui était paru, je crois, dans le Lancet il y a quelques années sur le traitement de ces syndromes-là. Et il disait que bon, il y avait 2-3 ans d'errance avant d'arriver au diagnostic. Que quand on arrivait au diagnostic assez tôt, un des traitements proposés, c'était de libérer l'aorte et l'iliaque primitive pour justement donner plus de souplesse à tout l'axe, de façon à éviter l'allongement et l'applicature. C'est dans une grosse revue. C'est un traitement, moi j'en ai parlé à mes homologues chirurgicaux, ils n'ont jamais fait ça. Voilà, personne ne sait. Je ne sais pas si vous, dans la pratique chirurgicale vasculaire, c'est un traitement que vous reconnaissez, que vous appliquez. Alors, déjà, sur le plan chirurgical, ce n'est pas une petite intervention, une libération de l'aorte et de l'axe iliaque gauche. La deuxième, ça peut, j'ai pas donné les pourcentages anatomiques, mais la principale lésion se situe au niveau du le premier tiers proximal de l'artère iliaque. Donc il y a un élément important, c'est qu'il y a une fixation qui est par l'hypogastrique qui fixe l'iliaque commune, et en fait l'allongement se situe sur l'iliaque externe essentiellement. Donc aller libérer l'aorte et complètement tout l'axe iliaque commun plus la bifurcation iliaque, certes permettrait de faire ça, mais c'est à une lésion déjà préventive. Donc il faut déjà être sûr de son coup pour proposer ce type d'intervention. Souvent, c'est quand même des sportifs qui arrivent avec des lésions déjà constituées. Et on n'est plus dans le cadre préventif. Alors, ce type d'intervention peut être intéressant pour les 7% qui sont localisés au niveau de l'iliaque commune, ce qui n'est pas le plus fréquent. Effectivement, si la lésion de l'iliaque commune n'est pas trop avancée, parce que sinon la libération ne sert à rien, on ne revient pas en arrière. Oui, pardon, la libération de l'aorte et de l'iliaque commune nécessiterait la section des plexus hypogastriques qui rend impuissant. Alors ça leur donnera un peu plus de temps pour faire du sport, mais en dehors de ça, je ne vois pas trop l'avantage. Ouais. Ça va se dire. C'est un petit détail. Merci pour cet éclairage. Et notre remarque pour dire que l'imagerie avait fait aussi d'énormes progrès, notamment l'imagerie en coupe. Et on revoit beaucoup de scanners qui sont interprétés comme normaux dans ces indications-là. Alors Dieu sait que je ne suis pas une adepte des reconstructions 3D, mais s'il y a, un cas où c'est intéressant, c'est celui-là, parce qu'on voit très bien l'anatomie, l'allongement, même si ce n'est pas fait en flexion de hanche sur le bassin, parce que c'est difficile techniquement, et qu'il faut s'arrêter à des petits signes comme simplement un épaississement de la paroi avec une sténose de l'ordre de 20-30%, ce qu'on ne retient pas en pathologie athéromateuse. Chez un sujet jeune sportif, c'est ça l'endofibrose et c'est ça qui va être responsable de la symptomatologie. Donc il faut que vraiment le radiologue sache qu'il y a une sémiologie particulière et la rechercher. On le voyait très bien sur la première artériographie là, que je vous ai montré, qui est le premier cas français. On voit très bien que, comme ça, de première intention, on n'avait pas l'air très inquiet par l'image, après thrombectomie quand même. Et un complément pour le diagnostic de l'endofibrose, donc l'échodoppler de base est normal, l'index de pression de cheville est normal, donc il faut remettre le patient en condition, notamment sur un vélo, des épreuves d'effort de cardio, et lui demander de reproduire, il sait souvent c'est au sprint, etc. Et dès qu'il a mal, à ce moment-là, on prend les pressions, elle chute et le diagnostic est fait. Et donc, il ne faut pas se limiter à un examen de base. À Lyon, le patient qui vient pour ça fait une demi-heure de vélo dans la salle à côté. Voilà, alors nous aussi, et on a eu des triathlètes, on a eu plusieurs chez des triathlètes, ils viennent avec leur vélo dans le service. Ah oui, tout à fait. Ils vont se balader autour de l'hôpital, ce qui n'est pas facile parce que sur le plan de circulation, c'est dangereux. Mais ils reproduisent et ils savent exactement quand, donc ils arrivent au bon moment dans la salle, boum, tout à fait. Et le diagnostic est fait. Merci. On a une question intéressante dans la salle. Est-ce qu'on décrit l'influence du dopage, notamment les facteurs de croissance ou la testostérone, est-ce que ça aura un rôle dans l'endofibrose ou on nous parle également de l'amphétamine qui serait vasoconstrictrice. Est-ce que c'est décrit? Il n'y a pas eu de relation directe prouvée. Hein. Bon, après, c'est un sujet un petit peu tabou aussi dans ce milieu-là. En particulier sur les professionnels des grandes courses. C'est assez compliqué. Enfin, il n'y a jamais eu de publication et ni de relation directe. Et est-ce que c'est suspecté? Ça a été évoqué, en off. ouais.
Oui. Ça a été évoqué, c'est une des choses qui est discutée, mais qui est les coureurs et surtout les équipes qui les encadrent, médicales ou paramédicales, sont souvent plus en avance sur ce genre de substances que les conséquences qu'elles peuvent avoir sur le système artériel. Philippe, pour rebondir sur l'influence des facteurs métaboliques dans le développement de l'endofibrose, dans l'équipe de M. Chevalier, il y a eu un assistant, Pierre Delannoy Junior, qui a fait un travail, c'est un mémoire de DESC pour la spécialisation en chirurgie vasculaire, et ils avaient dosé l'homocystéine chez les patients qui avaient effectivement l'endofibrose iliaque externe, et ils avaient retrouvé un taux élevé d'homocystéine sans qu'on puisse le corréler à soit la prise de facteurs dopants avoués ou effectivement objectivés, soit à d'autres facteurs. Mais il y a incontestablement un facteur métabolique anormal qui intervient dans le développement ou qui favorise le développement de cette pathologie. Est-ce que c'est indirectement lié au dopage ou pas? Ça, on ne peut pas le prouver. C'est un des sujets de discussion du groupe de travail. Effectivement, bon, on est toujours des patients très particuliers. On ne gère pas toujours tout ce qu'ils font. Mais effectivement, cette homocystéine avait été, à l'évidence, c'était anormal, quoi, le résultat. Après, ça n'a jamais débouché sur quelque chose de plus précis. On a une autre question aussi sur WhatsApp. Chez ces patients donc, qui sont à risque de faire des chutes à haute vélocité, est-ce qu'on donne des antiagrégants après ces types de chirurgie? Si oui, pendant combien de temps? Est-ce que c'est indiqué? Alors, oui, c'est de manière systématique. Il y a une anti-agrégation paquetaire comme toute chirurgie artérielle, je dirais. Après, dans le temps, non. C'est pas, une fois que les contrôles sont bons et qu'ils ont repris leurs activités, classiquement, c'est 6 mois. Et quand on a réparé l'artère, est-ce que ça recommence? Parce qu'ils continuent à faire autant de kilomètres, ils sont opérés à peut-être 25-30 ans. Dans les cas de très haut niveau, certains qui ont été opérés ont eu des très bons résultats. Malgré le patch, malgré l'élargissement. Alors après, sans du coup l'excès de longueur. Voilà. C'est simplement par l'effet de l'effort et de l'applicature. Le rétablissement de la continuité avec le raccourcissement plus le rétablissement du calibre permet de reprendre des activités physiques moyennant la période de convalescence quand même, mais de très haut niveau, sans récidive, sans dilatation des patchs, a priori, sur le très long terme. D'autres questions? Nous avons encore 2 minutes. Est-ce que nous, médecins généralistes, on doit y penser aussi, en particulier à La Réunion, chez les ultra-trailers, parce qu'il y a eu quelques cas décrits? Oui. Alors je pense que oui, bien sûr. Encore une fois, moi, les 2 derniers... Bon, soyons clairs, hein, je ne suis pas au CHU, donc je récupère des patients. Pour ma part, je refuse d'opérer des gens dont c'est le métier, parce que, bon, j'en fais pas assez. Par contre, effectivement, pour l'amateur, entre guillemets, mais qui est un amateur déjà plus que presque professionnel, chez ces gens-là, c'est effectivement, il faut le rechercher. En tout cas, moi, les 2 derniers que j'ai opérés, ce n'étaient pas des cyclistes purs, c'était des trailers ou bien des triathlètes. Oui, marathonien aussi. Oui, chez le marathonien, on en trouve. Ouais. Philippe, il y a d'autres localisations que l'iliaque externe, la fémorale profonde, l'artère quadricipitale, la fémorale commune aussi? Non. Si? Sur la série lyonnaise, très peu. Mais ça existe et il faut y penser. Ce qu'on voit, Nino, souvent, c'est des sténoses au niveau de l'origine des artères quadricipitales qui sont associées. Alors, est-ce que c'est l'applicature sur le ligament? Oui. C'est décrit. C'est pas de l'hyperplasie, mais c'est effectivement assez classique. C'est pas du tout le même mécanisme, c'est des phénomènes de compression presque par fixation. Ouais, je suis d'accord. C'est pas un mécanisme d'endofibrose, c'est pour ça que je réponds non. La place de l'endovasculaire, donc bien sûr pas en première intention. Est-ce que dans le traitement des rosténoses, dans l'expérience lyonnaise, ils ont traité des patients qui avaient... À ma connaissance, non. Non. Donc s'il y a une rosténose, qu'est-ce qu'il faut proposer? Une réintervention? Une réintervention, oui. Avec un pontage veineux à ce moment-là bon, c'est rare. C'est rare, oui. D'autres questions? Bien, merci Philippe Nicolini.